Ethel Ligonnet, vous êtes membre du conseil d'administration de Climate Defiance. Nous avons vu deux outils différents. Quel est votre regard ? Je vais dire tout de suite que je suis super fan à la fois de AFI et de SBTN. Et quand j'ai fondé le Chocolate Scorecard, un de mes rêves était de faire un alignement total avec AFI, que nous avons fait, et de contribuer autant que possible au SBTN. Donc bravo, félicitations, je suis super fan. Mais je vais prendre un petit pas en arrière. Pourquoi est-ce qu'on est là ? On est là aujourd'hui parce qu'il y a cette nouvelle loi européenne qui se déferle sur le secteur du cacao, du chocolat belge. Et les gens, bien sûr, sont à des niveaux différents par rapport à rentrer en compliance avec cette loi. Certaines compagnies sont très en avance et d'autres, malheureusement, sont très en retard. Je crois que cette conférence, elle est là pour que les gens qui sont en retard ne paniquent pas. On respire, on ne panique pas. Cette conférence, quelque part, je pense que vous incarnez le message d'espoir et de soutien aux compagnies qui se cherchent un peu. Pas par mauvaise volonté, parce qu'il y a des compagnies qui n'avaient tout juste pas encore été à la hauteur de la durabilité profonde qu'incarne par exemple Tony's Chocolate Only, qui était là de panel auparavant. Le slide que j'avais montré dans ma présentation, où j'avais dit qu'on est plus fort ensemble. Je pense que je vais faire allusion à ce slide maintenant. Dans ce slide figurait AFI SBTN. Comme l'a dit Cyprien, si vous arrivez à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition gratuitement par ces deux institutions, ces deux systèmes, vous serez en compliance, plus ou moins, avec la loi européenne, voire même vous pourrez aller au-delà. Mais une chose que je voudrais aussi diverger, c'est que AFI et SBTN sont commodity agnostic, c'est cross-commodité, c'est multiples filières. Et donc je vais rajouter quelque chose ici, maintenant, pour dire que si vous êtes un chocolatier belge, évidemment, allez farfouiller sur les sites web de AFI et SBTN. Cherchez à comprendre, cherchez à utiliser ces outils qui sont pour vous. Mais aussi, si vous n'êtes pas déjà dans le Bisco, dans le Beyond Chocolate, et rejoignez Bisco. Vous venez de le dire, le Swissco, le Swiss Initiative for Sustainable Chocolate, déjà utilise AFI. Il y a le Swissco en Suisse, il y a le GISCO en Allemagne, le German Initiative, il y a DISCO en Hollande, dont Anthony fait partie. Vous pouvez lui demander si vous avez des questions. Mais ici, Bisco, le Beyond Chocolate, est une plateforme qui regroupe le gouvernement, vous pouvez en parler avec Bart, les entreprises et les ONG, et c'est fait pour vous aider à devenir plus durable, spécifiquement dans le cacao. Si vous êtes déjà membre de Bisco, et vous voulez que Bisco intègre le travail que fait SBTN et AFI, mais demandez, parce que plus tout est harmonisé et intégré, mieux ça vaut pour vous. Quand on travaille tous ensemble, c'est de la tarte. Quand on travaille tout seul, c'est la mer à boire. Donc je dirais Beyond Chocolate, c'est quelque chose de presque aussi important pour vous que SBTI et AFI. Et si vous êtes un retailer, un supermarché, évidemment, vos réalités sont différentes. C'est très différent d'être un trader dans le cacao, un manufacturer de chocolat, un grand manufacturer, un petit ou un retailer. Si vous êtes en supermarché, le RCC est là pour vous. The Retailer Cocoa Collaboration, je crois que c'est le nom exact. Ils ont déjà toute une méthodologie élaborée pour aider les supermarchés à aller vers une durabilité d'excellence pour le cacao. Mais je dirais quelque chose d'autre aussi. Évidemment, quand on est en Europe
et on fabrique du chocolat, on fait partie d'un ISCO, si on est vraiment sérieux par rapport à la déforestation et aux autres enjeux de durabilité, la BISCO, la DISCO, la FRISCO, la GISCO, la SWISCO, selon le pays. Mais il y a certaines compagnies qui ont réussi à faire un sorte de pont entre la durabilité dans les pays consommateurs, où il y a les plateformes ISCO, et la durabilité pour les pays producteurs. Nous avons ici des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire et du Cameroun qui pourront vous expliquer mieux que moi l'initiative Cacao et Forêt, qui est maintenant un grand enjeu en Côte d'Ivoire, au Ghana. Il y a quelque chose qui ressemble à l'ICF au Cameroun maintenant. Il y a l'initiative Cacao et Forêt en Colombie. J'avais fait allusion à quelque chose qui ressemble à ça, qui est présent maintenant au Pérou. Et quelqu'un d'autre, je pense que c'était Daniel de VVF Brésil, avait fait allusion au travail de MAP Biomasse au Brésil, qui est au service de l'initiative Cacao et Forêt au Brésil, qui ne s'appelle pas ICF, mais qui s'appelle Cocoa Action Brazil. Pourquoi c'est intéressant pour vous de comprendre ce que font ces ICF? Si vous faites votre sourcing en Côte d'Ivoire, ou au Ghana, ou au Cameroun, ou au Pérou, ou en Colombie, ou au Brésil, mais faire partie de cette plateforme vous donne une visibilité beaucoup plus approfondie sur ce qui se passe réellement et les défis spécifiques à ce pays. Mon vrai message pour vous, c'est qu'il ne faut pas paniquer, vous n'êtes pas seul, il y a toutes sortes de plateformes qui existent pour vous aider. Si vous adhérez à cette plateforme, vous pouvez bénéficier de tout le guidance qu'ils peuvent vous offrir, les outils qu'ils mettent à leur disposition, et vous pouvez vous-même militer pour améliorer ces plateformes, pour que les plateformes soient harmonisées entre eux et pour que les plateformes répondent à vos attentes. Maintenant que vous êtes face à un défi de devoir être en compliance avec une loi, sans quoi vous aurez des graves problèmes juridiques et logistiques. Donc je pense que mon message, c'est qu'on est plus fort ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je propose que nous passions aux questions dans le public. Je regarde juste si j'ai des questions via le chat. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à envoyer vos questions sur le chat. Elles me seront envoyées via WhatsApp. Donc, je me dirige vers la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser une question aux trois intervenants? Pour l'instant, pas de questions. Alors, je vais poser moi une question. Ces 30 dernières années, la Côte d'Ivoire, par exemple, a perdu 90% de ses forêts. Quelle est la stratégie adoptée pour ce pays? Je vais peut-être répondre en plusieurs parties rapidement, et puis je serais très intéressée de savoir ce que vous pensez aussi. Effectivement, depuis les premiers survols en 1953 jusqu'à maintenant, il est probable que la Côte d'Ivoire a perdu 99% de ses forêts. Donc 90, c'est juste depuis qu'on commence à voir les cartes satellites un peu plus récentes. On peut dire que c'est une hécatombe catastrophique pour les forêts et que c'est un enjeu pour la pluie, comme le disait bien sûr le secrétaire général de la coopérative tantôt. Les forêts sont des machines à pluie, mais aussi des machines à stabiliser les systèmes de pluie à l'échelle nationale et régionale. On perd les forêts et la pluie passe à la casserole. Tout devient farfelu. C'est très difficile maintenant pour les fermiers de survivre à cause de ça. Le problème pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a probablement des millions de gens qui vivent illégalement dans les forêts classées et les parcs nationaux. Sur les 244, la vaste majorité des forêts classées, des parcs nationaux n'existent plus que sur des cartes. C'est comme des unicornes. Pas des forêts classées, c'est du cacao classé. Et donc, il y a un enjeu humanitaire. Sortir toutes ces personnes des forêts comme ça serait une crise humanitaire catastrophique. Parce que bon, où vont aller toutes ces personnes? On va les mettre à la rue avec leurs enfants. Enfin, je ne sais pas. On est tous conscients de cette problématique humaine.
Mais le potentiel pour reverdir le pays à travers l'agroforesterie est très très forte. L'agroforesterie qui peut être un win-win. Tony a parlé de leur projet pilote, mais Mars aussi, il y a beaucoup de compagnies ici qui commencent déjà à faire de l'agroforesterie à large échelle. Ça peut refaire venir une grande partie de biodiversité, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose de très important pour SBTN, pour AFI. La biodiversité de l'agroforesterie ne ressemble pas à la biodiversité d'une forêt, soit, mais c'est beaucoup mieux qu'une monoculture. Et ça stabilise les pluies, et ça aide à heal the soil, améliorer la qualité et la santé des sols. Donc il y a un enjeu de toutes les choses qui sont dans le SBTN en fait. L'eau, le sol, la biodiversité. Donc je pense que pour la Côte d'Ivoire, une grande solution sera l'agroforesterie et la protection des dernières forêts qui restent. Et ainsi pour le Ghana, j'imagine? Pour le Ghana, c'est légèrement différent. Il y a beaucoup de déforestation illégale au Ghana, mais il y a quand même des forêts classées qui restent, pas intactes souvent, mais moins endommagées. Mais effectivement, pour le Ghana, donc il y aurait plus un enjeu potentiel pour une récupération de forêts, mais aussi, absolument, vous avez raison, un enjeu majeur agroforestier. Le Cameroun, nous avons plusieurs personnes du Cameroun ici présentes, a une tradition agroforestière très riche qui pourrait être encore améliorée. Je pense qu'au Brésil, il y a le Cabruca, qui est la tradition la plus forte. Daniel peut peut-être en parler, mais c'est vraiment un enjeu mondial de faire reverdir le secteur cacao à travers l'agroforesterie.